Bonjour et bienvenue dans De cœur et d'études, un balado sur la motivation et l'engagement universitaire réalisé en collaboration avec les professionnels du soutien à l'apprentissage de l'UDM. Je m'appelle Florence Lilia-Kounina et je vous invite à me suivre dans cette quête pour mener une vie riche et épanouie dans ces études. Aujourd'hui, on abordera la thématique du sentiment d'appartenance en milieu universitaire et pour ce faire, j'ai deux invités bien spéciaux avec moi aujourd'hui. D'abord, Wolf Thima. Wolf, tu as fait des études en droit avant de te diriger vers la médecine avec un objectif bien précis en tête, aider les populations marginalisées souvent frappées par des troubles de santé mentale. Et d'ailleurs, tu es actuellement médecin résident en psychiatrie de l'Université de Montréal et également candidat à la maîtrise en droit et politique publique de la santé. C'est très impressionnant. Tu es également très impliqué auprès de diverses associations et comités dans le but, puis là, on y reviendra, d'assurer la diversité et l'inclusion des étudiants en médecine. Pour ce faire, tu as notamment, par le passé, été représentant étudiant au comité équité et diversité du vice-décanat de la faculté de médecine de l'UDM et tu t'es également investi auprès de l'aile jeunesse de l'Association médicale des personnes noires du Québec. Et en plus, comme c'était pas assez, en 2023, tu lances aussi un projet avec une équipe de la clinique juridique de Saint-Michel pour lutter contre le racisme médical. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Ben, ça fait plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Absolument. Également en studio avec nous, Roxane de la Sablonnière. Roxane, tu es professeure au département de psychologie de l'Université de Montréal également et experte en psychologie sociale. Dans tes recherches, tu te penches notamment sur les changements sociaux profonds en explorant, par exemple, l'impact de la colonisation sur les peuples autochtones du Canada ou encore, plus récemment, les conséquences sociales de la pandémie. Tu te penches également sur les notions d'identité culturelle et les politiques de diversité, des thématiques dont on aura la chance d'aborder aujourd'hui dans le cadre de cet épisode. Et finalement, tu es également cofondatrice du projet Intercom qu'on va également aborder aujourd'hui, un projet d'intervention communautaire qui vise à favoriser la résilience chez les jeunes par le biais d'intervention dans un contexte de crise sous forme d'ateliers et de conférences. Merci également beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bien, merci à vous. Bien, en fait, ma première question, elle est pour toi, Roxane. Je veux sauter tout de suite dans le cœur du sujet. Pourquoi le sentiment d'appartenance, selon toi, est-il important pour les étudiants au courant de leur parcours universitaire? Bien, Florence, le sentiment d'appartenance est important pour tout le monde parce qu'il fait partie de qui nous sommes. Donc, c'est lié à notre identité. Ouais. Puis, on n'est rien si on n'a pas d'identité. Donc, dans la vie, on a besoin de savoir qui on est parce que ça nous aide, ça nous donne des buts clairs vers quoi aller, quoi faire, quel métier on veut faire, etc., etc. Mm-hmm. Donc, chaque personne a plusieurs identités, plusieurs sphères de sa vie. Et puis, c'est ce qui nous aide à nous définir, à savoir qui on est, puis aussi à avoir une évaluation positive par rapport à nous-mêmes. Par exemple, on parle souvent d'estime de soi, de fierté. Et puis, c'est ça, au final, qui va nous donner du bien-être dans la vie, puis une belle santé mentale, etc., etc. Donc, l'identité étudiante, c'est une des identités qu'une personne peut avoir. Donc, et oui, c'est essentiel si on est étudiant à l'université, puis c'est une des sphères qui est importante dans notre vie, puis ça prend beaucoup de temps, puis on n'est pas si fier d'être étudiant, puis c'est pas très... Bien là, il risque d'avoir des conséquences plus négatives par la suite. Ça se peut que ça soit plus difficile d'étudier, ça se peut qu'on se sente isolé des autres, parce que là, on fait pas partie d'un groupe, ou on sent pas qu'on appartient à un groupe comme les étudiants de l'Université de Montréal. Ça peut être des associations étudiantes. Je pense que vous faites partie de plusieurs groupes. Fait que sûrement qu'il y a une identité très clairement définie, puis très forte aussi. Ouais. Mais ça nous aide à parcourir la vie d'une manière où on sait où on s'en va. Puis ça nous aide à accomplir nos buts aussi. Puis c'est intéressant, cette notion d'identité-là, parce que je pense qu'on a parlé d'identité étudiante, mais il y a aussi d'autres formes d'identité. Ma prochaine question, c'est pour toi, Wolf, puis je pense qu'on va plus parler de l'identité culturelle et aussi de l'interaction entre l'identité étudiante et l'identité culturelle. Une fois dans ton programme de médecine entamé, tu réalises que seulement 3 étudiants sur 250 sont noirs au sein de ta cohorte, ce qui est minime. Et c'est là, justement, que tu as commencé à beaucoup t'impliquer au sein de différentes organisations, comme je le mentionnais plus tôt, pour tenter de faire bouger les choses. J'aimerais donc te demander, penses-tu qu'il est important, voire essentiel pour un étudiant, d'être entouré
de membres de sa communauté afin de renforcer son sentiment d'appartenance et pourquoi? En fait, j'ai trouvé super intéressant justement la façon dont Roxane a abordé le sentiment d'appartenance comme étant un élément fort de l'identité. Je dirais que ça a été un peu ça. Lorsque je suis rentré à l'université, en fait, avant de faire ma médecine, je suis entré en droit, puis c'est exactement la même affaire. Hein. On était sous-représentés de manière très, très importante. On dirait que j'ai remis en question qui j'étais lorsque je suis arrivé dans ce milieu-là où je me reconnaissais plus. Oui, sur le plan ethnoculturel, mais je me reconnaissais plus aussi parmi les plusieurs communautés dans lesquelles j'appartenais. Là. Oui, niveau ethnoculturel, les personnes noires, on était, dans ma classe de médecine, on était 3. En droit, je m'en souviens plus, là, mais encore une fois, là, vraiment, on était en très, très faible minorité. Mais dans les choses qui m'ont vraiment fortement affecté, c'est de découvrir aussi qu'il n'y avait pas grand monde qui appartenait à ma classe socio-économique, la classe socio-économique d'où je venais. J'ai découvert un monde en rentrant à l'université que je ne savais pas qui existait. Ça, c'était le monde des voyages en Europe, c'est le monde des chalets, c'est le monde des chaussures Prada. Puis, je vous le dis, puis c'est pour ça que ça m'a beaucoup touché, en fait, de vous entendre parler d'identité de cette façon-là. Je savais plus qui j'étais. Je me sentais perdu, je me sentais plus bien. C'était vraiment troublant comme période pour moi. Roxane, tu voulais rajouter quelque chose? Tu voulais réagir par rapport à ça? Oui. Pardon, si vous voulez que je réagisse. En fait, tu touches à une notion super importante en recherche, c'est la notion de clarté identitaire. Puis, c'est vraiment quand c'est clair, ça veut dire qu'on sait qui on est. Mais si on se retrouve dans un groupe, puis on se reconnaît pas parce que personne qui appartient à notre groupe, qui en fait partie, bien, il y a de drôles de messages qui sont envoyés aussi qu'on peut penser. C'est-à-dire que tu peux penser, ben là, il y a pas personne noire, donc ça veut-tu dire qu'on est moins intelligent? Je dis pas que c'est ça que vous vous posez comme, tu sais, que tu te posais comme question, mais ça peut arriver. Puis on le voyait dans le contexte, par exemple, de la colonisation des peuples autochtones. Ouais. Bien là, c'était qui leurs enseignants? C'est des personnes blanches. Les personnes autochtones n'étaient pas assez bonnes, entre guillemets, pour enseigner. Donc, tu sais, fait que ça ne s'identifiait pas non plus aux profs. Donc, les enfants, ben, on leur envoyait un message que finalement, leur culture n'était pas si importante que ça. Fait que, puis c'est quelque chose qui est invisible. Ouais. La culture. Ouais. L'identité, c'est quelque chose qui est invisible aussi. C'est pas comme le chandail que tu portes, je vois qu'il est noir, c'est concret, mais l'identité, comment on se sent par rapport à ça, c'est pas quelque chose qu'on peut toucher concrètement. C'est plus flou. Oui. Ouais. Mais si tu reviens, parce que je trouvais ça pas vraiment intéressant le point que tu as amené, c'est vrai que lorsque je suis arrivé en droit et en médecine, qui a réalisé à quel point qu'on n'était pas représenté, je me suis posé la question à savoir, est-ce que c'était une erreur? Est-ce que j'étais là par accident? Est-ce qu'il y avait une espèce de système de quota par lequel je suis rentré, mais que j'étais pas au courant? Et ça, je me sentais pas bien du tout. Puis j'ai vécu, je te dirais, mes 3 années de droit, puis facilement aussi mes 4-5 premières années en médecine, en ayant l'impression que j'étais un imposteur, puis qu'il fallait que je performe à tout prix au-delà de la moyenne, parce que si je sous-performais, ben, ce qui se passerait, en fait, c'est que je révélerais le fait que je suis un imposteur, que je ne suis pas à ma place. Ça confirmait tes peurs, tu sais, par rapport au syndrome de l'imposteur que tu sentais. Ouais. C'était une crise identitaire un peu... Oui, Roxane. Mais c'est plus que ça. C'est que, veux pas, les gens qui appartiennent à ton groupe culturel, si on peut dire, ils ont été victimes longtemps, puis ils le sont encore, de discrimination. On le voit là, dans plein de sphères de vie ici au Québec et ailleurs. Et puis, la discrimination peut prendre 2 formes. Implicite, c'est pas trop. T'as-tu été admis parce que tu le mérites ou parce que t'es noir ou ou explicite. Ça, c'est non, on t'admet parce que t'es une personne noire ou on t'admet pas parce que t'es une personne noire. Même chose si tu cherches un logement. Ah non, je te prends pas parce que t'es une... Tu sais, le problème avec la discrimination qui est implicite, c'est qu'on ne sait pas trop c'est quoi. C'est-tu moi ou si c'est parce que c'est vraiment de la discrimination? Alors que quand c'est
explicite, c'est clair, on le sait, la personne, soit qu'elle est raciste, soit qu'elle aime moins les autres personnes qui appartiennent pas à son groupe, ben là, la personne peut se dire, ben je le sais, c'est pourquoi, c'est parce qu'il y a un problème systémique, tu sais, c'est ça. Fait que c'est pour ça que ça peut créer beaucoup d'incertitudes quand c'est implicite, quand c'est non dit, quand... C'est pour ça aussi qu'il y a toutes ces revendications en lien avec une reconnaissance de la discrimination qui est systémique. Puis dans des systèmes aussi qui sont des microsystèmes, comme par exemple l'université qui est un microcosme. Puis d'ailleurs, en fait, c'est pour ma prochaine question porte sur le système qu'est l'université. Elle est pour toi, Roxane. J'aimerais ça savoir, selon toi, c'est quoi le rôle ou quel pourrait être le rôle de l'université pour assurer justement l'inclusion, des étudiants au sein d'un milieu universitaire qui est de plus en plus diversifié, justement? Bien, c'est vraiment de s'assurer que chacun trouve sa place, puis qu'on ait des différentes opportunités de s'affilier à des groupes qui correspondent à nos besoins, puis à nos différences, puis à nos façons de voir les choses et la vie. Donc, c'est peut-être d'être ouvert à certaines initiatives, qu'elles soient étudiantes, professeurs ou autres, quelles qu'elles soient, pour donner ces espaces à ces projets qui vont émerger. Parce qu'un projet qui était pertinent il y a 10 ans ne le sera peut-être plus aujourd'hui. Donc, et les jeunes bougent, les différentes générations ont différentes prises de conscience aussi. Donc, de donner cet espace-là, je crois, puis de favoriser, peut-être même donner de l'argent en lien avec ça pour créer justement renforcer ces initiatives. Je pense que c'est qui vont se faire peut-être de manière organique parfois. Fait que oui, c'est sûr, ça prend un système d'équité, diversité et inclusion. Puis, tu sais, on veut aussi protéger, tu sais, qu'il y a un système de protection si jamais on sent qu'on vit quelque chose. Donc, tout ça, oui, doit être mis en place. Puis, je ne suis pas du tout une experte là-dedans, mais aussi de laisser l'espace à des projets qui pourraient émerger. En fait, Wolf, je pense que toi, tu es un bon exemple parce que tu as contribué à des initiatives à l'université qui ont fait une différence, selon moi. Puis d'ailleurs, j'aimerais ça te parler justement parce que tu t'es beaucoup impliqué pour diversifier les admissions dans les programmes de médecine, favoriser l'inclusion. Peux-tu nous parler d'une initiative qui t'apparaît prometteuse, de sa portée, peut-être du travail qui reste à accomplir aussi? Oui, mais j'aime beaucoup la question parce que dans les faits, ça va faire un pont là, avec ce que Stan vient de dire. J'ai eu la chance de contribuer. J'étais vraiment pas l'instigateur là, de ce projet-là, mais j'ai eu la chance de collaborer sur ce projet-là à plusieurs niveaux. C'est la réforme, en fait, du processus d'admission de la faculté de médecine de l'Université de Montréal. De manière à adresser justement certaines barrières systémiques auxquelles sont confrontées les personnes des communautés noires. Et ça a été un travail très, très long, puis il n'est pas facile parce que c'est un milieu qui est extrêmement conservateur, mais finalement, ça a abouti. Puis je pense maintenant qu'ils sont rendus à leur 2e ou 3e année maintenant, là, où ce programme-là est d'actualité. Et ça a fonctionné. Ça a fonctionné parce que, à mon époque, comme vous avez dit un peu plus tôt, là, on était 3 personnes noires dans ma cohorte de 300. Et là, dans les dernières nouvelles que j'ai eues, apparemment que maintenant, c'est des cohortes d'une 15aine de personnes des communautés noires. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce que l'idée, c'était qu'ils sont pas allés chercher, par exemple, mettre des quotas pour les faire rentrer en médecine. Non, ce qu'ils ont fait, c'est que ils sont vraiment allés adresser dans le processus d'admission certaines des barrières, notamment les éléments en lien avec les biais implicites par les évaluateurs et les évaluatrices. Et ça a fonctionné. Mais maintenant, oui, ils ont augmenté la quantité de personnes des communautés noires dans les classes de médecine, maintenant à l'Université de Montréal. Et qu'est-ce qui reste à faire, selon moi? C'est un peu ce que Roxane vient de dire. C'est l'aspect plus de l'inclusion, maintenant. On le sait, en médecine, je l'ai vécu, mes collègues des communautés racialisées l'ont vécu également. On est souvent victime de discrimination à la fois implicite, mais aussi très explicite. Ça, vraiment, j'aurais tellement d'expérience à vous raconter. Et l'université va avoir, à mon humble avis, un rôle à jouer sur comment accompagner ces étudiants-là, comment les protéger de ça, notamment en formant le corps professoral à réagir dans ce genre de situation-là. Mais également aussi comment mettre en place des activités, des initiatives de manière à ce que ces personnes-là se sentent incluses. Et ça, pour moi, là, c'est un élément qui est très, 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 très important. J'ai commencé à me sentir... Mon sentiment d'imposteur a commencé tranquillement à diminuer une fois, justement, que j'ai pu m'impliquer à travers différentes initiatives à l'université.
on dirait que c'est là que je me suis senti un peu plus à ma place, en fait. Tu faisais une différence. Moi, je peux te le dire, tu fais une différence. Puis c'est un peu, pour revenir justement à ce que Roxane disait, c'est l'importance des initiatives, qu'elles soient au niveau du corps professoral, au niveau des étudiants. Je pense que ça contribue, peut-être tranquillement, pas vite, à changer le système. Mm-hmm. Puis là, on le voit justement avec des changements au niveau de la faculté de médecine. Oui, non, vraiment. Ouais. Non, absolument. Vraiment, là, j'avais espéré que ça allait donner quelque chose. Puis lorsque j'ai vu que ça a fonctionné, pour moi, ça a été... je pense que j'ai un peu pleuré, là, parce que... J'ai pensé à ces personnes-là en me disant, mon Dieu, ils passeront pas à travers certaines des difficultés que j'ai connues. OK. Et c'est drôle parce que j'ai rencontré justement quelques étudiants des communautés noires dans ces cohortes-là, puis ils ne savaient pas, en fait, qu'il y a pas si longtemps que ça, j'ai gradué, ça fait 3 ans, là. Ils ne savaient pas qu'il y a pas si longtemps que ça, on était 2, 3 par cohorte. J'aimerais ajouter quelque chose. On en parle de plus en plus, puis c'est vraiment ensemble qu'on peut faire quelque chose. Ouais. Puis c'est pas une communauté contre une autre, tu sais. Puis on a vraiment, chaque humain, des billets. Hein? Puis des billets, c'est un raccourci mental qu'on fait rapidement. Puis souvent, ça se fait de manière rapide, sans qu'on y pense. Puis on le fait depuis toujours pour des raisons en lien avec l'évolution, etc., etc. Puis il faut en prendre conscience de ces billets-là. Parce que l'humain est porté naturellement à s'affilier, à aller vers des gens qui lui ressemblent. Donc, on le fait. Fait que si on est en position d'autorité, qu'on est un prof d'université, par exemple, ou qu'on fait une sélection d'étudiants pour un programme, ben c'est de se rappeler de ça, qu'on est humain et qu'on peut avoir ces biais, puis comment on peut faire pour les contrer, pour aller dans une solution, puis un vrai discours, puis de la vraie inclusion. Parce que c'est comme ça qu'on va... Fait que oui, ça prend des associations, des groupes, les gens vont s'affilier se rassembler autour d'enjeux en lien avec la diversité, mais ça prend dans tous les sens. Faut qu'il y ait un travail qui se fasse de tous les côtés, dans tous les côtés. Oui, moi, ce que souvent je rajoute, là, c'est que la diversité, c'est super. C'est super de l'avoir, mais une fois qu'on l'a, ça ne suffit pas. Non. Maintenant, il va falloir s'assurer que ces personnes-là se sentent incluses. Que le système soit adapté, finalement, à cette diversité-là. De toute façon, oui. Bien, là, on parle beaucoup de diversité culturelle. On a également parlé de la diversité socio-économique. Mais de manière plus générale, j'aimerais parler des difficultés qu'un étudiant pourrait rencontrer au début de ses études pour s'intégrer au sein de la communauté universitaire. Donc, Roxane, j'aimerais te poser la question, quelles sont les principales barrières ou les obstacles, selon toi, à l'appartenance dans le milieu universitaire? On en a déjà mentionné quelques-unes, je crois, indirectement. Bien, il y a peut-être une barrière qui n'était pas présente il y a plusieurs années, avant toutes ces technologies. Les étudiants, surtout depuis la pandémie, ils veulent plus être seuls, travailler en ligne, moins être en présence, etc. Donc, ça, c'est un enjeu qui est important. C'est comme si, comme humain, puis je pense qu'il y a beaucoup de travailleurs aussi qui le font quand ils sont dans leur entreprise, mais c'est comme si on oubliait l'importance des liens sociaux, puis la force des liens sociaux qui peuvent avoir dans notre santé mentale. Je suis certaine que c'est arrivé à tout le monde qui nous écoute. Ils ne voulaient pas se rendre au travail une journée parce qu'il aurait aimé mieux faire leur lavage en même temps ou peu importe. Puis finalement, ils vont parce que ci, parce que ça. Et là, ça les a énergisés. Ils reviennent à la maison, ils sont contents. Bien, c'est ça, le lien social. C'est ça, le sentiment d'appartenance. Quand on est ensemble et on fait quelque chose de similaire, qu'on soit étudiant en médecine, en droit, ou qu'on fasse partie d'une association, qu'on soit prof, qu'on voit nos collègues dans le corridor, bien, on sent qu'on fait partie d'un groupe. Puis ça nous donne une valeur. Ça nous donne une mission. Donc, puis ça, c'est vraiment un enjeu qui est important. Donc, l'université a aussi ce rôle-là à jouer de continuer à favoriser ça pour que les étudiants viennent et soient contents. Bien, je vais me tourner aussi vers toi maintenant, Will. Je vais te poser la question directement en tant qu'étudiant. Tu nous as déjà fait part, justement, de certaines difficultés. Est-ce qu'il y aurait d'autres difficultés? Tu as mentionné tantôt qu'il y avait des histoires aussi qui t'ont marqué, donc des difficultés que tu as rencontrées au courant de ton parcours en lien avec ce sentiment d'appartenance-là. Oui, en fait,
je l'ai abordé là tranquillement là, à travers plusieurs moments, mais je vous dirais que une des difficultés auxquelles j'ai été confronté, puis auxquelles plusieurs personnes des communautés racialisées vont être confrontées, c'est la question, par exemple, des micro-agressions. Ouais. Je me souviens, lorsque je suis rentré en médecine, la première journée, j'étais en train de parler avec un collègue qui avait vraiment pas de mauvaises intentions, absolument pas, mais à un moment donné, il m'a dit, il m'a fait la remarque à l'effet justement que j'étais le seul gars noir de la classe, en me disant ah mais peut-être qu'il était rentré peut-être qu'il était rentré à cause d'un quota. En disant ça, ce qu'il a fait, c'est que il a rendu réel en fait cette espèce de crainte-là que j'avais déjà en moi. Ouais. Donc ça pour moi c'est une microagression, mais qui a vraiment eu un impact là, très 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 significatif. Et plus on avançait, surtout lorsqu'on arrive dans les milieux cliniques, plus ça se reproduisait. Donc, les classiques, là, c'est par exemple, à un moment donné, j'étais rentré dans une salle, dans la salle d'un patient, puis là, il y a la fille du patient qui se met à m'engueuler, qui était vraiment fâchée. Puis par la suite, j'ai compris, en fait, qu'elle pensait que j'étais un brancardier qui devait amener son père à faire une radiographie. C'est là que je me suis présenté comme quoi j'étais étudiant en médecine, puis là, elle s'est mise à s'excuser. Dernièrement, moi je suis résident depuis, c'est ma 3e année de résidence. Ma première année de résidence, j'étais à l'urgence. Une infirmière qui se met à m'engueuler. Comment je faisais out of the blue, comment on dit en anglais. Ouais. Je comprenais pas qu'est-ce qui se passe, mais finalement, elle pensait que j'étais un préposé qu'elle appelait depuis quelques minutes qui ne répondait pas. Donc, c'est drôle parce que on dirait que mes collègues qui font partie de la majorité, entre guillemets, blanche, là, oui, c'est stressant, là, les études, peu importe, les études honnêtement universitaires, moi j'admire toutes les personnes étudiantes, là, mais il y a ce fardeau-là de plus qu'on a. Ce fardeau de constamment, on dirait que l'environnement nous rappelle constamment qu'on n'est pas, entre guillemets, à notre place. Donc, cette espèce de crainte-là, cette espèce de sentiment d'imposteur-là, très souvent, il va être validé par l'environnement, puis ça, vraiment, c'est une difficulté auquel j'ai été énormément confronté. Ben oui, parce que c'est difficile de naviguer parce que tu as ces craintes-là et c'est comme si elles se confirmaient. En permanence. En quelque sorte. Mais le fait justement de t'impliquer pour vraiment faire une différence, c'est ça pour toi qui a un peu été la solution en quelque sorte à ton syndrome de l'imposteur? Je dirais aussi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai réussi à me faire un groupe d'amis. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, quand on parle de communauté, je mets ça avec un grand S. Parce que, un peu comme Roxane a dit à plusieurs reprises, l'identité est multiple. Et dans ces amis-là, il y avait certaines personnes qui venaient de milieux un peu plus modestes comme moi, mais j'en avais aussi là-dedans qui partageaient des intérêts similaires à moi, notamment par rapport aux enjeux de diversité. Là-dedans, j'avais des personnes qui, leurs parents étaient issus de l'immigration, fait qu'on pouvait mieux se comprendre à bien des égards. Donc pour moi, ça a été aussi un gros facteur là, qui m'a aidé à traverser puis aller au-delà du sentiment d'imposteur-là, qui n'est toujours pas disparu 11 ans d'université plus tard. Mais vraiment... pour moi, justement, le fait de m'être trouvé un groupe dans lequel je m'identifiais, malgré qu'aucune de ces personnes-là partageait mes origines ethnoculturelles, pour moi, ça a vraiment fait toute la différence. C'est de la validation. Exactement. Ils comprenaient ce que je vivais au quotidien. Je pouvais leur partager aussi ce que je vivais. On parle plus des problématiques. J'aimerais peut-être, pour conclure cette entrevue, peut-être plus aller vers les solutions ou les initiatives. Justement, on en a déjà parlé. Je pense que je vais commencer avec toi, Wolf. Tu nous as parlé tantôt d'une initiative que tu trouvais prometteuse. Est-ce qu'il y en a d'autres sur le campus? Dans les autres initiatives, notamment certaines qui sont mises en place par l'Université de Montréal, carrément, là, c'est les programmes de mentorat. Ouais, des programmes de mentorat pour des personnes des communautés racialisées, mais aussi pour certaines personnes qui viennent de communautés là, défavorisées. Être en contact, en fait, arriver dans ce genre de milieu-là, quand tu te reconnais pas, quand il y a personne d'autre qui te ressemble, on l'a dit à plusieurs reprises, ça peut être carrément traumatisant. Avoir un mentor, quelqu'un à qui on peut se référer, quelqu'un qui a passé à travers ça. Ça, pour moi, là, ça a ça a une importance absolument capitale. Et c'est ce que j'ai essayé de faire en m'impliquant dans différents types d'associations. Là. J'essaie de mentorer des personnes justement un peu plus jeunes, des étudiants en médecine, des fois des étudiants qui sont au cégep qui voudraient éventuellement entendre un programme de santé. Et ça me fait toujours un grand plaisir de le faire parce que avoir un mentor, avoir quelqu'un qui te dit... Moi, j'ai eu la chance d'avoir comme une mentor, quelqu'un qui m'a vraiment accompagné. Là. Puis pour moi, vraiment, ça m'a tellement aidé.
Pour parler d'une autre solution, j'aimerais parler maintenant du projet Intercom, parce que je l'ai mentionné plus tôt. Pourrais-tu nous parler, peut-être que tu pourrais nous en dire davantage d'abord sur ce que c'est, je l'ai présenté que brièvement, puis comment il pourrait justement favoriser le sentiment d'appartenance chez les étudiants en milieu universitaire? Oui. Le projet Intercom, c'est un projet de vulgarisation scientifique, premièrement, qui marie la psychologie sociale. Donc, c'est comprendre l'humain dans son contexte social, dans son milieu. Puis les notions identitaires sont extrêmement importantes. Et puis, la psychologie clinique. Donc, tous les outils d'intervention clinique. Et on parle, c'est projet parce que c'est un projet de co-construction. Donc, c'est vraiment, ça a été fait avec les étudiants, des intervenants qui travaillent sur le terrain, les membres du personnel de l'Université de Montréal aussi. Service à la vie étudiante, par exemple, sont très impliqués depuis le début du projet. Inter pour intervention, donc ça s'applique à l'intervention communautaire, donc ça veut dire de groupe, pour le groupe. Donc, puis le but, c'était de donner des outils aux jeunes, aux étudiants universitaires, mais on va aussi dans des milieux défavorisés, comme les carrefours jeunesse-emploi, dans les centres jeunesse. Donc, on touche vraiment à une population qui est très diversifiée. Puis, on veut leur donner des outils afin qu'ils retrouvent leurs repères lorsqu'il y a eu une crise sociale ou des changements sociaux dramatiques. Puis, un changement social dramatique, c'est ce qu'on a vécu, par exemple, avec la COVID. Avec la pandémie. Avec la pandémie. Donc, c'est rapide, ça touche nos institutions, donc ça touche les milieux universitaires, ça touche les hôpitaux, etc., etc. Ça touche aussi nos comportements. Fait que quand on se met à changer nos comportements, on se met à se poser plein de questions aussi, donc puis ça touche notre identité, qui nous sommes. On se met à avoir des doutes, à se poser des questions. Fait que le but, entre autres, on a développé une série d'ateliers, de 6 ateliers, qui abordent plusieurs sujets différents, des thèmes différents comme les valeurs, l'autocompassion, ça veut dire d'être gentil avec soi-même si on fait des erreurs importantes, par exemple, si on ne sait pas trop comment réagir, puis on fait soutien social, comment en donner, comment recevoir, comment demander, etc. La cohésion sociale, comment s'assurer qu'on soit dans une société qui soit cohésive malgré tous les défis qu'on peut avoir, malgré la polarisation. Communication bienveillante aussi, donc on donne des outils aux jeunes, comment communiquer ensemble lorsqu'on ne s'entend pas du tout. Parce que souvent, on évite. Ils ne nous ressemblent pas. On ne veut pas parler, par exemple, aux anti-masques. On ne veut pas parler à tel groupe de... Comment se parler quand on ne s'entend pas du tout? Donc, on donne des outils pour ça, puis évidemment, l'engagement. Puis notre slogan, c'est « S'engager pour mieux aller ». Donc, ça revient à toute la notion identitaire dont on parle aujourd'hui. Puis, comment on peut favoriser le sentiment d'appartenance? Je vous dirais qu'il y a 2 façons. De par notre série d'ateliers. Donc, c'est 6 ateliers donnés à un même groupe. Ça crée un effet de groupe aussi. Donc, évidemment, il y a ça. Mais 2, surtout pour la communauté étudiante, ce sont les étudiants et étudiantes qui ont créé ce projet-là avec moi et qui ont construit ça. Donc, jusqu'à maintenant, il y a peut-être 75 étudiants qui ont travaillé. Il y a une cohorte de 15 étudiants à chaque année. On va commencer une formation justement pour des gens qui sont impliqués dans la paire aidance à l'Université de Montréal. Là, ça commence très bientôt au mois d'octobre. Donc, on est impliqués dans ces initiatives-là pour donner ces outils-là. C'est vraiment une super belle initiative. Est-ce que vous avez déjà commencé à donner des ateliers et des conférences en milieu universitaire? Oui. Okay. On a donné à date, je me souviens plus combien. On a donné plus de 200 ateliers. Wow. On a touché près ou plus de 7000 personnes jusqu'à maintenant par des conférences, ateliers. On a aussi un blog. On a quelques balados là, comme on fait comme aujourd'hui. Mais c'est vraiment de prendre ce savoir scientifique et clinique, de mettre ça ensemble. Fait qu'on a des psychologues qui travaillent avec nous aussi. Puis des gens aussi qui ont l'expérience sur le terrain avec les jeunes. Fait que ça, c'est vraiment intéressant, là. Moi, ça fait le tour de mes questions, mais je pose toujours la question, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Je rajouterais que quand on s'engage, que ce soit à travers du mentorat ou dans une activité ou une association ou dans son propre parcours, quand on est pleinement engagé, il y a plusieurs bienfaits à ça. Puis ça nous aide à parcourir la vie avec un sens, donc avec un sens de mission aussi. Puis il y a des effets sur la santé mentale aussi, puis de pas l'oublier. Parce que des fois, on pense, on va perdre du temps, j'aurai pas le temps d'étudier si je m'en vais travailler quelques heures dans une association
nous, peu importe. Mais quand on s'engage vraiment, puis quand on s'engage dans quelque chose, ça peut nous apporter beaucoup plus de bienfaits. Parce que justement, c'est lié à ce besoin fondamental qu'on a comme humain d'appartenir à un groupe. Voilà. Très beau mot de la fin. Merci à vous deux. Merci Wolf, merci Roxane d'avoir été avec nous. C'était le 4e épisode de Cœur et d'études. Dans le prochain épisode, nous allons aborder une dimension importante de l'engagement, celle du surengagement, qui peut notamment mener à de l'épuisement. On vous dit donc à la prochaine!